qu'on avait tous le temps de se dire bon matin. Tu veux que j'avance l'autre? Donc en introduction, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la Fabrique des mobilités de Québec? L'organisation. Toi, tu ne connais pas? Voilà, merci Gisèle. L'organisation, je ne connais pas forcément. L'organisation, on fait pas. Si vous existez, après ce que vous faites. La Fabrique des mobilités de Québec, c'est né de la fameuse Ghislain et Jules, et puis de plusieurs partenaires, le MEI à l'époque, qui avait financé par le programme des centres d'excellence, je ne sais pas si certains s'en souviennent, le démarrage des centres d'excellence. Donc le nôtre était dédié au commun technologique pour la mobilité durable. Donc la Fabrique des mobilités Québec, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut dérisquer via des communs, notamment les projets en mobilité durable, et comme amener potentiellement plus de rapidité dans le développement d'un cycle que ça ne pourrait être le cas habituellement. Ça rassemble donc plusieurs organisations, la Coop Carbone, avec Raoul et Caroline et Johanna, qui peuvent lever la main. Et puis la Fabrique des mobilités de France, dont j'ai parlé, l'Open Lab de Michelin, il n'y a pas de représentant ce matin, la Fabrica, Michel et moi. Et puis Savoir-faire Linux, l'arbitre, il est au café là-bas. Il est au café là-bas. Et le ministère du Québec, dont je le disais. Ça, c'est important. Si jamais vous cherchez qui fait quoi, il y a quand même pas mal de personnes qui dépendent toutes d'organisations. Donc, juste à savoir qu'on est tous rassemblés sous le chapeau de la Fabrique des mobilités Québec, mais on appartient tous à des sociétés ou des organisations différentes. Un point d'information, je pense, important à savoir. Et puis, donc, ce qui nous rassemble ce matin, c'est Montréal en commun. Parce que la Fabrique des mobilités Québec, c'est un des partenaires de réalisation du défi des villes intelligentes qui s'appelle maintenant Montréal en commun. C'est un projet qui a démarré il y a 2 ans et demi. L'objectif, c'est effectivement, comme vous voyez là, donc c'est 13 projets au total. Il y a des choses en sécurité alimentaire, en mobilité, en pôle de données et en innovation réglementaire, donc il y a plusieurs sujets. Et pour ce qui nous concerne, la Fabrique des mobilités, on a 2 sujets sur lesquels on vient de travailler avec nos partenaires. Un qui concerne la mobilité intégrée, dont on va parler ce matin, puis l'autre, dont on parlera moins, mais qui est quand même vraiment importante, qui est la question du pôle de données. Il y a un de nos partenaires qui est là, c'est l'agence de mobilité durable. Merci l'agence. Ah, les 2 personnes, oui, excusez-moi. Alors, donc, si vous voulez en savoir plus sur le défi des villes intelligentes, il y a Vincent qui est là. Vincent, qui est notre partenaire donc le lieu, et Sierra, qui est également présente ce matin. Merci à vous deux d'être là. Donc si vous voulez poser plus de questions sur le défi, sur Montréal en commun, n'hésitez pas, ils ont vraiment plein d'infos disponibles. Et nous aussi. Ça, je veux juste faire une publicité pour le lieu aussi. Oui. Le lieu aujourd'hui aussi, ça fait partie du projet. On travaille avec l'entremise. Donc aussi, pour ceux qui restent à Montréal, je sais qu'il y en a qui ne pourront pas l'utiliser si vous êtes pas à Montréal, mais si des fois vous avez le goût de des événements, des rencontres, on peut aussi en profiter pour tester le lieu, le coworking. Tu as bien fait de faire cette publicité, elle est importante. Donc, en fait, c'est une expérimentation. L'objectif, c'est de voir à quel point ce lieu-là il est utile à la communauté. Donc, tous les Montréalais qui en avaient besoin, je pense que ça vaut vraiment la peine de manifester votre intérêt, parce que si on ne montre pas notre intérêt, ce commun va disparaître, potentiellement. Donc, ce serait dommage autant d'y arriver. La Fabrique des mobilités Québec, c'est plusieurs sujets. La voiture de rue, le pôle de données dont on parlait, le covoiturage, la mobilité intégrée, les données de déplacement. Raouf, c'est le chef de projet des données de déplacement, et puis la mobilité de quartier. Donc, on va se consacrer ce matin juste à la partie mobilité intégrée, mais si on a envie à midi de parler plus largement, on le fera. À 11h, quand on aura terminé, je ferai un peu l'appel pour savoir qui veut rester dîner. Donc, je viendrai juste vous voir quand vous me disiez si vous voulez manger ici et qu'on dîne ensemble ici. Dîner, c'est le lunch. Oui, c'est le lunch, pardon, pour les Européens. Désolée. Oui, non, on peut le faire maintenant. Juste dire que, donc comme j'ai dit au début, l'objectif de la Fabrique des mobilités, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut réduire le risque. Puis si on conceptualise ça, en fait, on conceptualise à la fabrique dans beaucoup de projets, sous cette dimension-là qu'on utilise souvent, qui est le modèle d'affaires. Donc dans un modèle d'affaires, il y a 3 zones. Il y a la désirabilité de nos clients, la réponse à un besoin, la proposition de valeur qu'on peut faire.
Il y a la faisabilité, ça on en parle vraiment beaucoup trop avant de parler de la désirabilité. Je vous dis tout de suite, c'est mon biais. Donc souvent on parle de solutions, de possibilités, de machin, puis moi je me dis toujours, ouais, mais c'est quoi le problème, c'est quoi la valeur qu'on livre? Donc vous allez m'entendre vous dire tout le temps, c'est quoi la valeur qu'on veut livrer? Sachez-le, il y en a qui demandent pourquoi, moi je demande quelle est la valeur, chacun son truc. Et puis il y a évidemment la viabilité qui est le modèle, qui est quand même le moteur. Hein. Est-ce qu'on est capable d'avoir un moteur qui peut être à profit ou qui peut être non profitable, c'est-à-dire OBNL, public, d'accord, il y a le modèle de pérennité en tout cas, puis est-ce qu'on est capable d'accélérer ce développement-là. Donc, on essaye toujours de regarder des choses comme ça et de se demander dans laquelle de ces zones on doit expérimenter. C'est sur laquelle de ces zones qu'on se pose des questions et on va aller chercher de la validation. Parce que notre métier à nous, c'est jamais d'exploiter des solutions, c'est d'aller regarder où est-ce qu'il y a des apprentissages à faire et où est-ce qu'on se pose encore des questions. C'est bon. C'est tout. Je m'arrête là-dessus sur la présentation et je laisse la parole à Ghislain. Eh oui, c'est quoi comme ça. Ce matin, on va parler de 3 choses. Masse, transport à la demande et covoiturage. On a choisi ces 3 sujets-là parce que, a priori, c'est des sujets qu'on se pose beaucoup dans Montréal en commun. Et pourquoi transport à la demande et covoiturage? Parce qu'en fait, ce sont des leviers qui sont beaucoup abordés par le numérique et pas forcément par le moyen de transport. Donc, enfin, je crois que dans le covoiturage, il y a le moyen aussi, mais on était très intéressés par parler de ça. C'est des inspirations. Et ensuite, on aura, on espère, une bonne heure ensemble pour discuter de ça et aborder différents points sur lesquels on aimerait vous entendre, sur lesquels on aimerait connaître votre propos. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous bloque? Et quelle est la valeur que vous essayez de livrer avec ça? Est-ce que vous avez déjà des évidences de ce que vous pourriez amener? C'est bon? Je laisse la parole à Gisela. Merci. Merci Elsa pour cette introduction. Je veux bien qu'on regarde la slide parce qu'elle est beaucoup. Tu l'as bien, hein? Ouais. Et puis comme j'ai pas de slide, ça m'arrive facilement. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, c'est un grand plaisir de faire une présentation sans slide en fait. C'est Elsa qui m'a autorisé hier soir à ne pas avoir de slide ce matin. Du coup, j'ai usé de ce droit qui m'avait accordé. Bonjour à tous et tous, déjà, bon matin. Donc, je m'appelle Ghislain Delaby, je travaille à la Fabrique des Mobilités en France avec Julie, qui est tous les deux ces 3 derniers jours pour différents événements, dont celui-ci aujourd'hui. Et donc, c'est aussi un grand plaisir de faire quelque chose en commun avec nos frères et sœurs, on va dire, de Femmes Québec. Et en plus, on va aussi travailler ensemble cet après-midi par ailleurs. Donc, c'est une belle journée interfabrique, comme on dit. Ce matin, Elsa voulait que j'introduise un petit peu le sujet du ce qu'on a tendance à appeler plutôt le MAS en Europe, mobilité intégrée ici. On va d'ailleurs se poser la question, est-ce que c'est exactement la même chose? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas forcément la réponse à ça, mais ça peut être un sujet de débat au déjeuner, par exemple. Est-ce que la mobilité intégrée et le MAS se recoupent? Je peux peut-être déjà dire ce que je vais entendre par MAS, mobilité intégrée. C'est globalement, moi je l'entends d'une manière relativement large, qui globalement, tout ce qui concerne les coopérations entre des systèmes de mobilité ou de transport, et qui s'appuie sur des outils numériques pour le faire. Des outils que voit l'utilisateur, c'est les fameuses applications, mais c'est aussi quantité d'outils, d'échange de données ou d'interfaces qui ne sont pas forcément visibles de l'utilisateur final, et donc toute la partie immergée de la lumière. Et la notion de coopération, donc éventuellement de plateforme, j'y reviendrai juste après, mais elle est pour moi assez importante dans la manière dont travaillent les acteurs sur des sujets comme la mobilité intégrée ou le MAS. Il y a 3 points que j'avais envie d'aborder ce matin et de vous soumettre notamment en préparation du temps de travail qu'on va avoir ensemble par la suite. 3 questions en fait. C'est pour ça que j'ai pas de slide, parce que comme je pose des questions l'un dans l'autre, il n'y a pas forcément besoin d'un support. Même si je vais essayer d'illustrer quelques exemples. La première question, et c'est pour ça que cette slide d'ailleurs m'intéressait quand on la conserve, c'est que la première question pour moi, c'est le pourquoi justement. Et le pourquoi, en fait, il est totalement lié à cette notion de business model Canva, sur laquelle je reviens. Pourquoi on fait un projet MAS, c'est-à-dire à quelle intention? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, il y a différentes configurations. C'est pas forcément la même chose d'être Transit, qui est une application finalement québécoise d'origine, basée à Montréal et qui se développe dans une quantité de pays, qui est une application privée qui fait de la mobilité intégrée, enfin, qui combine plusieurs modes de transport en partant des transports en commun, mais qui essaye de rajouter des modes de transport. Eux, ils ont un questionnement qui est à la fois
de business, enfin, oui, de business model, c'est-à-dire surtout la dimension désirable, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte à mes clients, et notamment pour une application privée comme publique d'ailleurs, c'est qu'est-ce que j'apporte à mes clients qui n'auraient pas avec l'application de l'opérateur. Parce qu'on a Nicolas de Communauté ici, Communauté a une bonne application d'accord sur l'autopartage. Donc en fait, ce qui va être compliqué typiquement pour une application de masse, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle soit beaucoup moins bien que l'application de Communauté pour simplement faire pour une voiture d'autopartage. En tout cas pour une Communauté. Manifestement. À moins que Communauté fasse soit mal son travail, ou alors à moins que le masse soit tellement, on va dire, puissant et tellement de moyens, ça pourrait être le cas d'un Uber ou d'un Google Maps, que l'un dans l'autre, il arrive à faire mieux même qu'un opérateur spécialisé. Mais globalement, dans la plupart des cas, ça va être un sujet. Donc ça veut dire que, comme opérateur de masse, si vous n'apportez pas quelque chose que ne va pas apporter Communauté, que ne va pas apporter l'application de transport public, bah, ça va être un peu difficile, quoi, la désirabilité. Par ailleurs, quand on est sur un masse public, ce que j'appelle masse publique, c'est une collectivité ou un syndicat qui représente des collectivités qui se lance dans un projet de masse, d'application de mobilité intégrée. C'est probablement d'ailleurs ce dont on a peut-être plus parlé ce matin. Quand on va en venir justement à la question des coûts, une question clé, c'est que potentiellement, la mobilité intégrée, ça va pas être la poule aux œufs d'or, genre d'un seul coup, vous faites l'application, et de toute façon, vous gagnez plein d'argent, donc il n'y a pas de question à se poser à la rigueur, même si on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait, de l'un dans l'autre, ça n'a rien coûté. Ça va probablement pas être le cas. Dans la pratique, ça va coûter de l'argent, au moins au début pour un certain nombre d'années, puisqu'il y a plein d'investissements à faire, techniques, amener des opérateurs. Donc la partie coût, ça va pas être brillant. La partie revenu, on n'est pas toujours certain de comment ça va se passer. Bien sûr que tout le monde essaie d'améliorer tout ça, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour un opérateur public ou un acteur public, s'il ne sait pas pourquoi il fait un projet masse, c'est juste un poste de coût. Et donc c'est de l'argent public qui s'envole quelque part, à un moment donné, soit ça ne dure pas, soit c'est de la mauvaise gestion. Par contre, c'est pas forcément choquant pour un acteur public de dépenser de l'argent public s'il sait pourquoi il le fait et si c'est au service de sa mission d'acteur public, qui est en charge de définir une politique publique. Donc mon point, c'est que quand on parle de mobilité intégrée, il faut se poser la question de quelle place ça a par rapport à la stratégie du territoire, donc en fait à la politique publique du territoire. Ce qui est d'ailleurs peut-être une politique publique en matière de mobilité, mais peut-être pas que de mobilité. Ça peut être lié à la qualité de l'air, ça peut être lié au bien-être, ça peut être lié à une question de gestion des espaces publics. Il y a quantité de sujets de politique publique sur lesquels la mobilité intégrée ou le MAS peut être attaché. Et à ce moment-là, on peut se dire, ah, j'attends tel effet, c'est comme investir dans ce lieu, j'attends tel effet, il s'agit de la communauté, du bien commun. Et quelque part, la question c'est plutôt quel effet j'obtiens en termes de politique publique par rapport à la dépense. Bien sûr, je vais chercher à minimiser ma dépense finale, hein, mais si on est dans une équipe de bonne gestion. Et ça me paraît très important, et souvent, c'est quelque chose sur lequel on bute facilement, parce qu'on peut avoir une approche de dire, voilà, on a besoin d'aller de l'avant, le MAS, la mobilité intégrée, tout le monde en parle, donc allons-y. Puis à un moment donné, on va buter même potentiellement auprès de décideurs au début, on va dire, mais oui, mais attendez votre truc, je ne comprends pas, vous allez me demander du budget. C'est pas très clair ce que ça va m'apporter, est-ce que ça va m'apporter des lois pour ma réélection? Je suis pas sûr, quoi. Enfin, est-ce que les citoyens vont voir l'effet que ça a? Et si on ne fait pas ce travail de faire le lien entre les deux, le projet, soit il va prendre beaucoup de temps, soit il va avoir du mal à se justifier, tout simplement. On a de nombreux groupes de travail en France, et on en a un qui porte sur le modèle économique. Là, je crois qu'il y a quelques participants du Québec, je ne sais pas qui c'est. Et on se pose des questions justement sur le modèle économique. Et il y a trois sujets qui sont ressortis de questionnement, où en fait, il y a un modèle pour l'acteur public, en tout cas sur lequel il peut définir ce que ça apporte. Le premier, donc, c'est le côté très politique publique, c'est-à-dire que ça concerne tous les citoyens, même ceux qui n'ont jamais utilisé de sa vie l'application de masse pour X ou Y raison. Il habite à Montréal, il paye des impôts à Montréal, il est concerné par ce que fait l'acteur public, et peut-être que le fait qu'il y ait un masse ou une mobilité intégrée, c'est un effet positif pour lui, peut-être sur la qualité de l'air, sur la manière dont la ville est organisée, donc il est concerné. Donc ça, c'est au niveau politique public. Il y a un deuxième niveau, en tant qu'usager. Moi, je suis un simple visiteur, je ne vais pas être concerné, bien sûr, ou je suis habitant. Peut-être qu'on est en train d'améliorer mon expérience des transports publics, des transports partagés en général, et qu'on est en train d'améliorer mon expérience, ou de m'apporter des choses nouvelles. Et puis, il y a éventuellement un troisième plan qui est ressorti, c'est un plan plus technique opérationnel entre les systèmes de transport. Finalement, les outils numériques de la mobilité intégrée, ils peuvent permettre des coopérations entre des systèmes de transport. Par exemple,
Hier, j'ai échangé avec une personne qui s'occupe des taxis à Montréal, à la ville, et il y a plusieurs compagnies de taxis, il y en a qui sont sur une rive, sur d'autres rives, de différents bords. Rendre des coopérations possibles entre ces acteurs-là, et pour pouvoir ensuite présenter quelque chose de beaucoup plus unifié, beaucoup plus clair pour les usagers, ça peut passer par des outils numériques qui relèvent de la mobilité intégrée. Pareil, des combinaisons entre différents opérateurs de transport public qui sont complexes aujourd'hui. Donc ça, c'est les champs. Ça, c'était mon premier point, probablement le plus long. Le deuxième, je vais vérifier, c'est que construire la mobilité intégrée, alors ici, le business model Canva, il est plutôt pour une activité classique. J'ai évoqué le fait qu'on était dans une logique de plateforme, c'est-à-dire que finalement, j'ai évoqué les usagers, les utilisateurs finaux, mais il y a comme un autre acteur clé quand vous construisez la mobilité intégrée, c'est vos partenaires opérateurs. En gros, alors je ne sais pas s'il y a d'autres opérateurs que le communauté qui sont représentés aujourd'hui, parce que sinon je vais tout le temps parler de Nicolas, mais en plus je connais Nicolas. Bon, mais du coup, pas de chance, mais mon communauté étant en plus un acteur important sur la scène montréalaise. Ah, Bix, très bien, je connais. Voilà. Alors, par contre, Bix, je ne connais pas votre relation avec Montréal. Est-ce que c'est un peu comme vous avez un contrat direct, vous dépendez de l'opérateur, est-ce que vous êtes même directement un opérateur public ou vous êtes indépendant? Voilà, vous appartenez directement à la ville. Alors c'est intéressant parce que du coup, la question c'est que pour faire la mobilité intégrée, a priori il faut des opérateurs, pas seulement on n'a pas intégré grand chose. Donc souvent, d'abord il y a le transport public. Alors c'est pas si simple que ça parce que ça peut être du transport public, il peut y avoir une multiplicité d'opérateurs, une multiplicité d'autorités concernées en fonction du transport à l'échelle provinciale, ou régionale ou locale. Donc déjà c'est un sujet. Qu'est-ce qui fait que vous allez convaincre les bus ou les trains? En France par exemple on a le sujet avec les TER, les trains régionaux qui sont opérés par la SNCF, typiquement, alors eux, pour les emmener, c'est tout un sujet, quoi. Vous êtes la région, vous payez pour les trains, ça ne veut pas dire que la SNCF va mettre les trains dans votre application, on va pouvoir les convaincre, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous allez convaincre Communauto de venir dans votre application à Montréal? Peut-être que vous allez mettre, ce serait pertinent, après tout l'autopartage, c'est mis en avant d'ailleurs par Communauto en combinaison avec des modes de transport public. Comment vous allez être désirable pour ces acteurs-là? Peut-être pour BC c'est un peu plus simple parce que c'est un opérateur public. Donc quelque part, c'est l'acteur public qui demande, c'est son donneur d'ordre, c'est peut-être plus facile. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour chaque acteur, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, il y a une relation différente avec chacun d'entre eux, contractuelle. Parfois, il n'y a même pas de relation contractuelle. Et en tout cas, il y a une nature différente. Et ce qu'il est probablement nécessaire de faire, c'est déjà de comprendre chaque acteur qui va jouer un rôle dans un projet de mobilité intégrée. Et quel rôle il va jouer justement, et quelle est un peu sa carte d'identité. C'est-à-dire quelles sont ses contraintes, quelles sont ses attentes, et est-ce que ces attentes sont uniquement d'ordre opérationnel? Certains acteurs peuvent être intéressés pour des gains de productivité, faire des choses plus simplement, qui coûtent moins cher. Un acteur, il peut être plutôt intéressé par l'aspect apporte-moi de nouveaux clients, du nouveau chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est pas exclusif. Par exemple, hier, on échangeait avec des acteurs pour intégrer des données de taxi. Donc, soit pour Montréal ou nous, les acteurs en France avec lesquels on travaille, les applications comme Transit qui sont plus intégrées nous disent moi je veux bien uniquement si ça m'amène des nouveaux clients et que je vais pouvoir toucher une commission dessus pour me rémunérer. Donc je veux bien prendre vos données, mais sinon mais je ne les ferai que si j'ai un modèle autour de ça. Je veux des nouveaux clients, je veux pouvoir apporter des nouveaux services à mes clients. Donc ça c'est une autre raison assez fréquente. Et puis il peut y avoir d'autres raisons du type plus existentielle, philosophique, ça change mon offre de service, ça change qui je suis, le fait de participer à un masse, peut-être que voilà, ça me donne une autre envergure. C'est un peu comme pour un acteur qui, quand vous connaissez tous Uber, j'imagine, et Uber intègre quelques partenaires, et quand en France on a un opérateur qui s'appelle CityScoot, qui a des scooters électriques en libre-service. En fait, pour eux, quelque part, être intégré à Uber, c'est certainement un énorme gain de chiffre d'affaires et de clients. Et d'ailleurs, ils payent pour ça, il y a un système de commissionnement entre eux, évidemment. C'est même potentiellement un gain pratique parce que l'application Uber est plutôt bien faite, donc a priori, ça peut leur apporter des choses en termes de gestion client, de paiement, que leur cher pour eux, en tout cas, avec mettre en action. Mais quelque part, le simple fait d'être sur Uber, probablement de nouvelles dimensions à CityScoot. Parce que même si CityScoot est assez connu en France, si vous êtes dans Uber, quelque part, vous êtes quelqu'un, quoi. Enfin, c'est une manière de voir les choses, mais je pense que ça joue quelque chose, vous voyez, ça peut vous apporter la crédibilité ou la visibilité. Donc ça fait partie du type de gain qu'on attend dans une relation. Et en tout cas, je pense que pour chaque acteur, quand on monte un projet autour du masse de mobilité intégrée, c'est important de connaître
son écosystème, enfin les acteurs avec qui on veut travailler, de comprendre quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qui fait qu'ils viendraient ou pas dans le système. C'est des aspects contractuels, des aspects financiers, des aspects de justement question, par exemple, le rapport de partie du matériel. Et c'est ça qui va aussi déterminer finalement comment on construit le projet. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut, et c'est mon dernier point, c'est finalement se poser la question de quelles sont les infrastructures dont on a besoin. Est-ce que c'est des standards dont on a besoin? Enfin, comment on établit la coopération? Puisque finalement, un bon masque ou un bon outil de mobilité intégrée, ça va être un outil de coopération qui justement met en relation des usagers avec des opérateurs. Et entre les deux, il y a un certain nombre de services qui sont rendus, ou d'infrastructures. C'est bien sûr des standards pour échanger des données, ça c'est un sujet qu'on a beaucoup traité ces 2 derniers jours. Ça peut être des outils. Est-ce qu'il y a des choses dont tout le monde a besoin et a intérêt à partager? Il y a des choses que chacun est capable de porter lui-même en termes d'infrastructure numérique, enfin d'outils numériques. Et puis parfois, il y a des choses qui peuvent être portées par l'acteur du masque. Un sujet simple, compliqué, c'est le paiement. Le paiement, c'est potentiellement quelque chose qu'on peut attendre d'un acteur de la mobilité intégrée. Peut-être, en tout cas dans certaines situations. Ça, c'est potentiellement quelque chose qui peut être mutualisé. À travers le paiement, il y a des questions comme la fraude qui viennent derrière, la sécurité. Est-ce qu'on apporte ce service à un opérateur? Certains opérateurs, notamment dans l'autopartage, sont très sensibles à cette question-là. Qui va prendre la responsabilité s'il y a un problème avec la location d'une voiture? En fonction de ce que vous apportez en la matière, vous n'êtes pas attractif de la même façon. Est-ce que vous allez apporter justement une base d'infrastructure technique? Très probablement, parce que si vous faites des liens entre opérateurs, vous allez mettre à disposition des API, des transactions possibles. Donc il y a une dimension de mutualisation là-dedans. Mais en fait, ça dépend justement de l'analyse que vous avez faite de qui sont vos partenaires, de qu'est-ce qu'ils attendent, de quoi ils ont besoin. Il y a des choses dont ils n'ont pas forcément besoin. Et c'est là où on retrouve du coup des sujets comme les communs, qu'on porte à la famille mobilité, c'est que finalement, il y a un certain nombre de services, notamment numériques, qui vont être des choses qui peuvent être mutualisées, qui vont être apportées par l'acteur public, enfin en tout cas par celui qui construit le MAS, et qui, probablement en tout cas dans l'outil d'un acteur public, souvent ont intérêt à être à la fois indépendants le plus possible des fournisseurs de solutions. Bien sûr qu'on peut appeler les fournisseurs de solutions, mais les dynamiques type standard ou même petits ouverts, elles permettent, par exemple, d'avoir différents fournisseurs ou producteurs et de ne pas être dépendants d'une seule solution. Ça, c'est quand même souvent un sujet, au moins sur des choses qui sont un peu clés. Et c'est là où on peut avoir une réflexion justement sur des outils comme l'open source, sur certaines briques. Quand c'est quelque chose qui est commun, mutualisé, et qui n'a pas vocation à dépendre de tel ou tel fournisseur. Ou alors, au moins, d'assurer l'interopérabilité, d'assurer qu'on répond à des standards et que quelque part, dans 5 ans ou 2 ans, on fera peut-être différemment, on pourra changer d'acteur, changer de partenaire pour le faire. Voilà, je crois que j'ai dû consommer plus que le temps qui m'est alloué, donc je vais m'arrêter. Je n'avais pas de temps alloué, donc du coup, et c'était mon troisième fois, je crois que j'aurais plein de choses à dire dessus, mais je vais m'arrêter parce que sinon on va pas d'atelier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore dire des choses, c'est sûr. Je vais encore dire des choses. Non, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il y a peut-être des questions, justement, plutôt. Une ou deux questions, si on a le droit ou pas, avant de passer là-dessus. Oui, après on a 1 heure juste sur ça, de questions-réponses. Ok, mais c'est en groupe, en atelier, c'est ça? Je pense qu'on va rester tous ensemble. Donc On n'est pas si nombreux que ça. Ouais, Si vous êtes on va pouvoir confortable, on peut rester comme ça. Mais oui, s'il y a une ou deux questions à dire. Après. C'est un truc qui a l'occasion d'échanger avec beaucoup d'opérateurs différents. Alors, dans le contexte français, et on connaît mal, je suis français également, et j'ai en France, je connais mal le contexte québécois, mais tu as beaucoup évoqué la désirabilité du service et beaucoup la relation, les intérêts réciproques des opérateurs. Et parmi les différents opérateurs avec lesquels tu travailles, ce sont des opérateurs de grand niveau de service qui sont des opérateurs pure initiative privée ou d'autres. En France, on est beaucoup sur le schéma de délégation de service public et parfois de régime municipal qui va se rapprocher de ce que vous faites avec ici, mais aussi du covoiturage qui fonctionne aussi pure l'État. Quel est un peu les panels des types de relations qui peuvent exister, excepté le principe pur et dur du donneur d'ordre, parce qu'il n'y a pas trop de débat. Ouais, et encore. Et encore peut-être, oui, c'est ça. Dans le cas, la question mais effectivement, en fait, c'est ce qui fait l'articulation entre le point 1 et le point 2, c'est que finalement, le
travaillent sur la désirabilité, ils procèdent effectivement de comprendre ce qu'attendent les partenaires. Donc dans certains cas, ils attendent du chiffre d'affaires, fort logiquement, et quand ils attendent avant tout du chiffre d'affaires et des clients, et ben du coup la problématique devient que quand on est à l'échelle d'une application publique, soit on est une grosse collectivité. Alors en France, c'est Île-de-France Mobilité, c'est quand même toute la région Île-de-France, et en France, ça représente quasiment un tiers, enfin même la moitié du marché des transports publics en fait. Donc c'est pas la moitié de la population, mais c'est très massif. Donc en fait, même les applications publiques de l'Île-de-France drainent quand même pas mal d'usagers, donc ça représente une masse importante. Donc vu de la plupart des opérateurs, ça reste attractif. Par contre, des villes de taille plus petite, même qui sont des grandes villes en France qui sont en fait plus petites, comme je sais pas, Nantes, Saint-Étienne, Rouen, enfin voilà, quelques centaines de milliers d'habitants, là vous êtes sur des applications qui ont des milliers d'utilisateurs, mais qui n'ont pas des millions d'utilisateurs. Donc en fait, le potentiel de chiffre d'affaires additionnel, typiquement pour un opérateur d'autopartage, il ne va pas être très important. En France, il y a un opérateur concurrent Communauto qui s'appelle Citis, qui est présent dans une quinzaine de villes, des villes justement, enfin moyenne à grande, mais pas Paris. Et en fait, dans les villes où ils sont, eux, leur problématique, c'est que ils veulent bien coopérer avec l'acteur public, c'est assez naturel pour les acteurs de l'autopartage, quand ils sont dans une logique de coopération, donc pourquoi pas. Mais la désirabilité, elle est faible du point de vue de est-ce que ça va leur rapporter du chiffre d'affaires, parce que dans la pratique, ils ont testé dans différentes villes, ça va leur rapporter que quelques clients additionnels. Alors, dans l'outil de coopération, ils en comprennent le sens et ils sont partants, mais ça ne va pas changer leur chiffre d'affaires. Et le problème justement qu'ils ont dans ces cas-là, c'est la faisabilité. Et la faisabilité technique, c'est dans chacune, on me demande une manière de faire différente, et à chaque fois, ça me coûte même que 10 000 euros. Si c'est un petit opérateur, 10 000 euros, 10 000 $, c'est significatif. Puis si vous avez 10 villes, ça fait 100 000. Enfin, et pour un petit opérateur, ça joue. Donc en fait, si vous avez une désirabilité qui est un petit peu faible, qui est moyenne, et puis une faisabilité qui est coûteuse, bah vous avez un bilan qui fait que vous faites une fois quand vous avez demandé, mais de là à faire 15 fois, vous y réfléchissez pas. C'est pour ça qu'il y a un enjeu justement de travailler sur est-ce qu'on a des standards, est-ce qu'on a des solutions qui abaissent cette barrière d'entrée. Déjà dans ce type de cas de figure qui disent bah ok, toi opérateur, ça va peut-être pas t'apporter des masses de choses, à part la logique de coopération que tu veux entretenir, mais d'un autre côté, ça va peut-être pas être trop coûteux pour toi non plus. Donc tu peux y aller. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, on a des opérateurs de covoiturage. Alors, en France, le covoiturage du quotidien, donc domicile de travail par exemple, est assez développé. En tout cas, les acteurs publics investissent beaucoup dessus, essaient de faire beaucoup de choses. Ils communiquent beaucoup dessus. Ils communiquent beaucoup dessus. Pas forcément à la hauteur. Les chiffres ne sont pas à la hauteur de la communication, mais en tout cas, on va dire que c'est actif par rapport à d'autres pays. En France, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises que dans d'autres pays. Il y a aussi beaucoup plus d'opérateurs du coup qui meurent et qui revivent. Parce que le modèle économique n'est pas très stable. Pour l'instant, en ce moment, le modèle économique, s'il y en a un, c'est que la collectivité paye pour des trajets en covoiturage. Du coup, ça crée un modèle. Et du coup, c'est à ce titre-là que la collectivité dit du coup, je voudrais que ce soit présent dans des applications de mobilité intégrée. Du coup, la principale motivation pour l'opérateur de covoiturage, et on a la même chose pour les opérateurs de vélo en libre-service ou de trottinettes qui doivent contractualiser avec la ville. Ils font une convention pour occuper l'espace public. Et du coup, l'une des contreparties, c'est de dire venez dans notre masse. Et du coup, la vue de l'opérateur, par exemple, j'ai discuté avec TIR ou des opérateurs de vélo et de trottinettes, eux, ils nous disent ne touche pas vraiment le chiffre d'affaires, c'est parce qu'on en attend. On en attend simplement à la fois une bête casse contractuelle à cocher, et éventuellement pouvoir raconter une histoire sur votre partenariat avec la ville, tout ça. Bon. Du coup, on retrouve la thématique de la désirabilité peut être assez importante, mais du coup, ça veut dire que chez l'opérateur, ça devient une sorte de poste de coût. Vous voyez, si vous avez un partenariat, vous devez faire un certain nombre de choses même contractuellement. Vous avez un coût qui est il faut être dans telle application. Vous en attendez surtout le fait de remplir vos obligations et de remplir votre mission. Donc quelque part, bien sûr, ce coût, vous pouvez aussi le minimiser. C'est pas du tout la même chose quand vous affichez à être intégré par Uber ou une très grosse application. Vous avez potentiellement une forte désirabilité. Et du coup, vous êtes prêt à payer Uber un pourcentage, une commission, et puis vous pouvez travailler votre équipe technique pendant 18 mois pour vous intégrer dans Uber. Donc vous payez, je ne sais pas, vous avez un ou plusieurs développeurs dans votre équipe qui travaille pendant 18 mois, donc c'est un coût technique. Vous avez payé une commission à Uber, etc. C'est une autre situation qui n'a rien à voir, qui est liée au fait qu'il y a une très forte désirabilité, notamment d'un point de vue business.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme configuration? Oui, covoiturage, après le vélo, trottinette, c'est souvent lié vraiment à des demandes des villes contractuelles. Et les opérateurs de partage, ils sont entre les deux parce que vous avez une relation avec les villes qui est plutôt partenariale, qui est parfois un petit peu contractuelle, enfin, il y a parfois des contrats, mais pas systématiquement, donc qui est un peu plus lâche, en un sens. Et d'ailleurs, ça va quand même dépendre des villes, parce que même où les pays, parce qu'il y a des pays où il y a des questions de place de stationnement, ce genre de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais, du coup, ça dépend vraiment de cette relation. Et du coup, de la nature du MAS, donc du territoire, enfin, de celui qui porte le projet. Si vous êtes un gros projet, clairement, c'est pas la même nature, qu'une plus petite ville ou un plus petit territoire qui a une masse critique. Avec la problématique peut-être, du coup, si on revient à Montréal, alors que je ne connais pas aussi bien que d'autres territoires, mais ce que j'en comprends de ce que vous m'avez dit, certains d'entre vous jusqu'ici, c'est que, de mon point de vue, Montréal, c'est quand même une assez grande ville. Alors, je suis sûr, pour l'Amérique du Nord, c'est pas très gros, mais pour la France, c'est gros. Donc c'est comme une assez grosse ville. Après, peut-être que du point de vue de transport, le transport public, c'est quand même assez gros aussi, des choses, peut-être moins qu'à Paris, mais plus que dans toutes les autres villes. Mais par contre, du point de vue d'un projet de masse ou mobilité intégrée, je crois qu'il n'y a pas forcément de grosses applications publiques qui ont déjà une masse critique. Et en Ile-de-France, ça leur a pris 10 ans pour maintenant avoir une certaine base d'utilisateurs quand même. Il y a quand même pas mal d'utilisateurs en Ile-de-France d'applications, je n'ai pas les chiffres, mais c'est quand même assez conséquent. Mais ça a pris 10 ans, au début l'application, personne n'utilisait, maintenant il y a un peu plus de monde. Et vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt au début. Donc au début, vous êtes peut-être une grosse ville, peut-être un gros réseau, quand même pas mal de choses. Mais au niveau application, donc attractivité pour vos partenaires, soit l'application n'existe pas, ou alors elle est toute petite et pas utilisée par énormément de monde. Je ne sais pas qui est dans la salle avec l'application publique si jamais elle existe de Montréal. Et encore, vous êtes la regarde, donc si vous êtes que 2 ou 3 dans la salle, c'est que. Ben, on peut répondre à la question. Ouais. La RTM, donc on vient justement de lancer la semaine passée un appel d'offres qualificatif. C'est ça. On est tout début, donc non. Vous n'avez pas encore la question. Voilà. Donc quand vous l'aurez, même si elle sera certainement bien faite et performante, et c'est un point d'ailleurs très important dans tous ces sujets-là, c'est qu'il y a la performance technique. En fait, l'idée, enfin, c'est souvent, même si je copie le code source de Facebook et je le faisais sur la machine, je sais pas, je ne serais pas Facebook. Enfin, je pourrais avoir le même code, le même outil, mais en fait, mon truc, il ne vaudrait pas grand-chose parce que j'aurais pas beaucoup d'amis, donc j'aurais pas beaucoup de chance pour moi. Donc là, en fait, la valeur du truc, c'est que bien sûr, vous avez besoin que votre application soit attractive, etc., techniquement, un certain nombre de choses, mais la désirabilité, c'est aussi au nombre d'utilisateurs. Donc, c'est les deux, et puis les deux s'alimentent. Et ça prend du temps. Ouais. Bah justement, pour faire suite à ça, est-ce que, parce que moi je suis parti de la RTM, c'est l'autorité organisatrice du Grand Montréal, mais est-ce que c'est le rôle de l'autorité organisatrice de faire la plateforme technologique? Je sais que vous avez parlé de la partie plus technologique, la partie plus contractuelle. Ouais. Disons, à la limite, une AOT, son rôle, c'est plus la partie contractuelle, c'est mettre en relation entre les différents secteurs de mobilité. Mais est-ce que c'est vraiment son rôle aussi de s'attaquer à la partie technologique? C'est un vrai sujet, là. C'est un choix de modèle. Et pour moi, il n'y a pas de réponse unique. Alors, il y a Julien de Paquet qui faisait ça aujourd'hui, mais je crois qu'il vient que pour les dîners, il vient pas avant, il a une bonne semaine. Et du je rigole, là, il travaille. C'est ce qu'il m'a dit hier soir, il m'a dit non, je ne pourrais pas venir vous voir ce matin, et du coup, vous êtes. Donc, il va venir tout à l'heure au déjeuner. Et c'est quelqu'un avec qui on travaille aussi à la mobilité. Et il a fait une étude là-dessus avec l'ADEME en France, et qui justement faisait ressortir trois grands modèles par rapport à cette approche-là, donc on va en parler bien avec moi. Mais typiquement, pour donner des exemples, la région parisienne, il y a ce choix qui a été fait d'investir à la fois dans l'infrastructure, on va dire, non visible, technique, et puis il y a l'application qui est développée depuis une dizaine d'années, et qui maintenant commence à avoir du poids, mais en Ile-de-France, des gens ils utilisent bien sûr Google Maps, ils utilisent certains Citymapper, les opérateurs ont aussi, surtout pour RATP, une application qui a longtemps été très importante et qui a encore une certaine base. Ouais. Je peux juste préciser, parce que pour travailler énormément avec Ile-de-France Mobilité, ils ont fait le choix d'investir, de développer ce qu'on appelle la plateforme Trim, potentiellement pour être en open source d'ailleurs, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et par contre, d'acheter la solution
l'application mobile, Oui. qui était fournie jusqu'à récemment, je ne sais pas par qui, et là c'est un système qui a remporté le marché, et qui l'a remporté peut-être pour 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Et du coup, typiquement, moi, en tant qu'opérateur, je m'adresse à un moment au back-end à Prime en disant les données que je vous transmets l'API, elles ressemblent à ça, et ensuite je parle à l'expérience client avec les gens de système, mais qui est un fournisseur quand même de la web. C'est-à-dire que la web, elle sous-traite, Talou, c'est un vrai business model, il y a des choses que tu internalises, davantage, comme l'infrastructure, ils sont développés par Presta, mais c'est leur produit, ils peuvent l'open sourcer. Puis il y a des choses, tu fais appel à un fournisseur comme un centre système, par exemple pour l'application. Et c'est aussi des choix. N'empêche que, moi en tant qu'opérateur, ça veut dire que demain, je sais qu'à la fin du contrat avec Instant System, ça pourrait être, je ne sais pas qui d'autre, ça veut dire qu'il y aura sans doute des nouveaux développements, des nouveaux enjeux, parce que le produit finalement d'Instant System il est déjà développé, donc il faut un certain nombre de développements spécifiques, un minimum. Oui, par rapport à la partie 8. Oui, c'est un tiers du boulot si je peux dire. Oui, on est d'accord. Du coup, demain, alors heureusement, ça fait pas longtemps qu'ils ont signé, donc je peux espérer que ça va durer quelques années. Mais dans 5 ans, probablement, on va devoir tout recommencer, de dire quelle est la partie 8. Ils ont fait ce choix que je trouve intéressant d'avoir, enfin, que je ne suis pas une autorité organisatrice, que je ne suis pas capable de juger la pertinence, mais en tout cas, ils ont fait ce choix d'investir surtout et de s'approprier toute la partie prime, donc la partie infrastructure qui est donnée, mais pas la partie application mobile, avec l'idée de fournir ces données-là dans plusieurs cas d'usage et la documentation disponible sur Internet. C'est vraiment, on veut s'adresser aux entreprises, donc en fait, il y aura des outils développés pour les entreprises, peut-être ce ne sera pas nous, comme autorité, qui les fourniront. Il y aura d'autres masses qui pourront aller chercher de la donnée chez nous et qui n'ont pas besoin d'aller voir tous les opérateurs, etc. C'est une vision assez intéressante. Et qui s'inspire un petit peu, je trouve, de ce que fait Oslo, qui est un acteur assez connu et très intéressant, je trouve, parce que leur approche, ils sont connus sur le sujet numérique depuis assez longtemps, ils ont été assez précurseurs, pionniers depuis 15-20 ans. Et en fait, leur approche, qui du coup ressemble, celle d'Île-de-France, du coup ressemble à celle d'Oslo, c'est ils mettent une infrastructure en place, qui est une sorte de playground, de back-end, c'est un truc qui est commun pour tout le monde, et qui permet aussi de fixer les règles du jeu. Et je pense que c'est un aspect essentiel justement d'une autorité pour moi. En tout cas, c'est un aspect, un rôle qu'elle devrait jouer. Absolument. Oui. C'est que, en fait, il peut y avoir des règles de gouvernance, des règles contractuelles, et qui typiquement peuvent se retrouver au niveau de l'infrastructure aussi. Parce qu'en fait, si c'est moi qui maîtrise l'infrastructure, je maîtrise des règles du jeu. C'est comme quand vous utilisez Google Maps, vous demandez des règles de Google. Ce que vous pouvez faire ou pas faire, etc. Et ça, je pense, c'est un aspect important pour une autorité, c'est éventuellement justement d'avoir cette maîtrise de l'infrastructure. En tout cas, c'est une approche possible qui est du coup en Île-de-France, qui est le cas à Oslo. Et la petite différence à Oslo, c'est que je pense que l'application, ils la développent eux-mêmes. Vraiment, parce qu'ils ont un historique par rapport à ça. Et ils ont assumé dès le départ, en tout cas, ils le disent très naturellement. Nous, on a notre application, on considère qu'elle est bonne, je crois qu'ils ont un bon taux d'adoption à l'échelle de la population. Mais on n'a aucun problème avec le fait qu'il y ait des Google Maps ou d'autres qui se branchent à l'infrastructure et qui jouent avec les mêmes règles du jeu et qui sont en concurrence avec notre propre application, qui font peut-être d'autres cas d'usage, qu'on a d'autres besoins et qui nous utilisent pour nous rester un peu pionniers. Mais parce que aussi, historiquement, justement, ils sont déjà assez forts sur l'application et ils ont un peu plus. Olivier de Fauveur. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup, finalement, la case de gauche, là, de faisabilité technique, etc. Et je me demande si on se concentre assez sur, finalement, ce qu'on attend du MAS. Non, je parlais que de la partie. Je ne peux pas parler de faisabilité. C'est un peu ça, c'est un peu la plateforme technologique, etc. Ça, pour moi, ça, c'est de la technique. Et bien, en fait, la plateforme technologique, justement, pour moi, la question de l'infrastructure ou pas, en fait, c'est plus là. Alors, bien sûr que ça a des conséquences ici, mais pour moi, savoir si je fournis une infrastructure ou pas, en fait, c'est un élément de. Qu'est-ce qu'on attend du MAS? Moi, je trouve que ça, c'est la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui font du MAS parce que ça fait bien d'affichage, j'ai un MAS dans ma ville, dans le plus moderne. Ça, c'est pour moi 80% des gens, c'est ça. Un autre, c'est améliorer l'expérience utilisateur des gens qui utilisent déjà les transports en commun. Et l'objectif que tout le monde voudrait, mais dont personne n'a lancé pour l'instant, c'est faire du report modal. Et d'avoir des chiffres. Parce qu'aujourd'hui, on dit j'ai 50 000 utilisateurs de mon application, personne ne peut dire si sur ces 50 000, c'est des gens qui prenaient avant déjà les transports en commun, qui du coup maintenant ils sont juste tout dans une app et ils ne s'en mettent plus, ou est-ce que c'est 50 000 utilisateurs nouveaux qu'on allait chercher côté autosolution?
toutes les politiques publiques. Quoi. Je trouve que C'était mon premier point point. là, il n'est pas. Déjà, si on ne clarifie pas l'objectif et les KPI derrière qu'on doit atteindre, Non, on et est on d'accord. parle de faisabilité, et voilà, c'est clair. Alors, on est d'accord, c'était mon premier point. Donc, je sais pas trop comment Et dire. voilà. C'est le premier, quoi. Voilà. Après, ceci dit, Pas de question. bon, alors, Juste, moi, surtout le commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'est-ce qu'on entend du masque. Un truc que je trouve intéressant, c'est qu'ici, en ce moment, au Québec, on a un contexte très particulier où on a d'une part une précarité de financement, puis beaucoup de difficultés au niveau du recrutement dans la main-d'œuvre. Donc, historiquement, les sociétés de transport, comment ils planifient leur service, ils regardent où est-ce que leurs lignes doivent passer, et après ça, ben, ils planifient un volume de chauffeurs et d'équipements qui en a besoin. On doit faire un shift maintenant, au sens où on n'a plus assez de chauffeurs, on a de la difficulté à recruter, pour être en mesure de vraiment faire une planification de service comme ça. Donc, puis en plus de ça, on a une difficulté de financement qui fait que, par exemple, difficile de développer des modes structurants spécifiques. Donc, comment est-ce qu'on regarde la chose? Bien, ça va être de dire, on va migrer vers une mobilité servicielle où on est capable de répondre plus spécifiquement aux besoins des clients et de tout ça en optimisant un petit peu notre offre de service. Donc, c'est quelque chose de très contextuel que je pense, moi je ne suis pas un expert du MAS du tout, mais qu'en regardant le MAS à travers les dernières années, que je ne voyais pas vraiment représenté, mais qui en ce moment pousse les sociétés de transport à justement vouloir aller dans cette direction. en fait, c'est votre projet qui doit représenter, c'est justement dans le qu'est-ce que vous cherchez à atteindre. Ça peut être ça. Moi, j'en ai aucune idée en réalité. C'est pas moi. C'était intéressant dans le contexte de qu'est-ce qu'on a Mais ça peut être la réponse que vous apportez. Après, la question c'est est-ce que le MAS va être capable d'apporter ça? Ça, c'est un sujet à débattre. Mais Est-ce